C'est là, c'est peut-être là qu'est née l'impulsion qui jaillirait des années plus tard. Lorsque j'ai appris la mort de Leonard Cohen par une alerte sur mon téléphone, à 5 heures du matin, dans un réveil bref et halluciné, par ce geste devenu mécanique de tendre une main pour s'informer de l'heure et des secousses du monde, parfois pour découvrir le message d'un être aimé qui dilaterait le cœur. J'ai lu son nom, son âge, le fait qu'il était mort, et j'en ai eu la poitrine crochetée de stupeur, parce que Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis. J'ai reposé le téléphone, me suis rendormie, et j'ai rêvé que j'apprenais la mort de Leonard Cohen à la radio, et je me suis réveillée en pleurant. Julien m'a serrée contre lui. « Tu as fait un cauchemar ? Tout va bien, on a le temps, on ne bosse pas aujourd'hui, on est tranquille. » Une nouvelle vérification sur mon portable m'a assuré que l'information était réelle. Nous étions le 11 novembre 2016. Donald Trump avait été élu le 8. Leonard Cohen était mort le 7. Mais la famille avait gardé la disparition secrète. Je me suis demandé pourquoi. Pendant quelques jours, nous avions vécu sans savoir, et découvrir cette dissimulation était un autre choc. J'ai pensé, si l'annonce avait été rendue publique à l'ouverture des bureaux de vote de la côte Est, cela aurait peut-être influé sur le cours de l'histoire. Des millions d'abstentionnistes auraient secoué leur indifférence et afflué vers les urnes pour empêcher une deuxième catastrophe. On aurait pu voir quelques républicains sensibles changer d'avis, comprenant qu'il était impossible que dans un même souffle, un homme délicat disparaisse et un homme brutal prenne le pouvoir. Mais la famille n'avait pas eu ces considérations et avait sans doute souhaité pleurer un père et un grand-père dans le creux d'une intimité bientôt dérobée. La journée du 11 novembre avançait. Julien sortit faire du roller avec Lola, qui n'avait pas dérogé à son habitude de demander pourquoi au juste c'était un jour férié. Je savais qu'elle jubilait de me voir navrée par son peu d'intérêt pour l'histoire. J'en avais fait un jeu. Chaque année, j'inventais une nouvelle raison. C'est la journée internationale de la compréhension entre les générations. C'est l'anniversaire de la première musique jouée au monde 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est le jour où un arc-en-ciel est apparu dans le ciel de toute la terre après le déluge. On commémore la première et la dernière fois où tu as rangé ta chambre, lui ai-je dit ce jour-là, ravie de l'avoir exagéré un soupir juste avant que la porte de l'ascenseur ne se ferme. Sur les coups de midi, je reçus un texto de ma mère. « Ma chérie, c'est l'anniversaire de ton père. Il s'étonne que tu ne l'aies pas déjà appelé. » Recluse dans le désarroi, j'avais bien sûr oublié. Je découvrais la profondeur de mon attachement à un homme que j'avais jamais vu. J'écoutais, depuis quand, je m'en souvenais plus, je ne pouvais pas dater la première fois, ces chansons ardentes comme des prières, dont je m'approchais et m'éloignais tour à tour, car elles étaient aussi bien capables de m'élever que de me faire chuter des notes, un timbre, des mots qui nourrissent l'âme d'une substance irisée et dont la disparition, à ce moment précis, accentuait l'impression que le monde perdait pied. J'essayais d'ordonner mes pensées en les notant dans mon agenda. Le sentiment que ce qui s'effondre entraîne tout à sa suite a un point commun avec l'amour. On croit toujours que c'est la première fois que ça arrive, que l'on n'a jamais rien connu de tel, et surtout, que rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est le propre de la vie, dis-je à Lola, le soir, car outre l'amour et la perplexité, je ressens à son égard une obligation éducative qui me pousse à partager mes réflexions, convaincue de lui faire gagner du temps, ou qui me poussait plutôt.
Les années dans le sillage de cette journée se sont chargées de désarmer ma conviction. Tout change en permanence, ma chérie. On en prend conscience lorsque surgit le pire ou le meilleur. Et elle avait acquiescé d'un « t'inquiète » dont elle abusait ces derniers temps. Je me suis remise de la mort de Leonard Cohen et de l'angoisse politique distillée par l'élection de Donald Trump. Comme je m'étais remise du 11 septembre et de l'appel de ma mère, Manhattan, tu connais Manhattan, c'est pas là où tu habitais, c'est la guerre, ils détruisent tout, ils attaquent l'Amérique. Remise du 21 avril et de l'excitation effrayée de 19h58, ce n'était pas possible. Nous n'allions pas voir s'afficher le visage de Le Pen, qualifié pour le second tour. Que faire de ces 2 minutes où l'on devinait l'évidence en refusant d'y croire? Remise des 7 et 9 janvier, où des hommes de 32 et 34 ans avaient pu surgir au milieu d'une salle de rédaction, dans un magasin cachère, et décider qui vivrait hanté par le carnage, qui mourrait sous les balles. Remise du 13 novembre et du bandeau rouge au bas de l'écran, où rien ne semblait pouvoir arrêter la progression du nombre de victimes, à croire que ceux qui avaient choisi de sortir ce soir-là dans l'Est parisien allaient y passer jusqu'au dernier. Remise du 14 juillet et de la vidéo visionnée sur Internet en tremblant avant qu'elle soit effacée, un travelling sur les trottoirs de la promenade des Anglais imbibés de sang, jonchés de corps gémissants ou morts sous des couvertures de survie dorées, et une voix hors champ qui disait « Regardez, regardez, c'est pas possible, mais si ». Cela avait été possible, et c'était donc réel. La sidération s'était estompée chaque fois, quoique j'en ai pensé à la seconde où j'en avais le cœur retourné. Je me répétais, la beauté d'un champ et le désir de destruction se superposeront toujours. Il ne faut pas céder à la panique, même si je poussais parfois une porte dérobée pour fuguer vers un autre temps, là où le tissu de l'histoire était une seconde peau. Je continuais de croire en mon métier quand je rencontrais mes élèves en début d'année. On va tâcher d'y voir clair dans ce capharnaüm qu'on nomme l'histoire de l'humanité, leur disais-je. Je continuais de classer des articles de journaux pour conserver les traces de notre époque et commençais à manquer de place. Voyant une nouvelle pile s'élever dans notre chambre, Julien annonça qu'il allait ouvrir une cagnotte à mon nom pour réunir en quelques années de quoi acheter une 2e cave afin de tout stocker. Ça pourrait aller assez vite, si on mettait à contribution ma famille et mes amis à chaque anniversaire et à Noël. Et il ajouta, on pourrait envoyer des rappels de participation à tes parents pour Rosh Hashanah, Pessah, Purim, toutes vos fêtes que je confonds mais où je me régale, il n'y a rien à dire. Ah non, si on fait une cagnotte, c'est pour un grand voyage, bondit Lola. À quoi ça sert d'entasser des papiers comme ça alors que tout est sur le net? Vous ne connaissez pas le frisson de feuilleter un journal daté de 1989 ou 2003 et de découvrir rétrospectivement l'importance exagérée ou minuscule accordée aux événements, les erreurs d'analyse, les aveuglements des uns, la lucidité des autres. On se réjouit un jour d'une révolution qui se transforme le lendemain en massacre. On estime une rencontre historique alors qu'elle ne mène nulle part et tombe vite aux oubliettes. Le présent transformé en passé, c'est comme l'eau transformée en vin par Jésus. Ah bon, parce que t'es catholique maintenant, persifla Lola? Mais je lui ai rappelé que Jésus était juif et répété, le présent transformé en passé prend consistance, couleur, valeur. Il fournit aux générations futures des clés précieuses. Et en attendant, qui va fournir à ta génération future un repas digne de ce nom, maman, t'as vu l'heure? J'écoutais plus souvent Leonard Cohen depuis sa disparition, tout en nourrissant le regret de ne jamais l'avoir vu sur scène parce que les billets m'avaient paru trop chers lors de son dernier passage à Paris. Il fallait que je prenne garde à ne plus passer à côté des choses importantes, celles qui exaucent la vie vers la joie pure. Mais c'est une entreprise titanesque d'être attentif à tout lorsque l'on slalome entre les jours, entre contraintes, assurances et oubli.
Et je défie qui que ce soit de soutenir que notre trajectoire est une ligne droite plutôt qu'une errance. J'en détiens la preuve. Un gong résonna à l'échelle planétaire. La nuit tomba en plein jour. Plus de la moitié de l'humanité fut confinée et les scientifiques notèrent une baisse inédite du bruit ambiant, qui permit aux sismographes d'enregistrer les plus infimes activités de la croûte terrestre, jusque-là imperceptibles. La quiétude était trompeuse. Ambulances et animaux sauvages envahirent les villes désertes, ici des sangliers, là des renards, un puma, des macaques. Un peu partout s'échangeaient des photos d'oiseaux osant soudain construire leur nid sur le rebord d'une fenêtre. Dans leur tanière aux reflets bleutés, les paranoïaques s'en donnaient à cœur joie, diffusant des flots de soupçons et de bêtises inébranlables. Leur imagination s'emparant de l'épidémie me faisait l'effet d'une armée de rongeurs, lancés pour tout dévorer sur son passage, même lorsqu'il ne resterait que des os et des cendres. J'étais déchirée par l'interdiction de rendre visite à mon grand-père, qui ne cessait de me réclamer tantôt son violon, tantôt un marque-page. « Le mien est cassé, dit Mama. Tu peux m'en apporter un nouveau? Sinon je ne sais plus où je me suis abandonnée et je dois tout recommencer depuis le début. » Non, je ne peux pas corner les pages. Les livres, c'est comme les gendarmes et les arbres, ça se respecte. Je me doutais qu'il devait de toute façon reprendre son Ken Follett au premier chapitre, car désormais il oubliait tout au fur et à mesure qu'il vivait et qu'il lisait. Mais sa demande répétée qui ne pouvait aboutir faisait déferler en moi une rage puissante. J'envisageais de prendre les armes, de dynamiter la porte d'entrée de l'institution où il était reclus. Je brûlais d'exploser tout ce qui s'interposait entre lui et moi. J'en avais des picotements jusqu'au bout des doigts. Dans le même temps, j'essayais de saisir la portée de l'événement. Il y avait de l'incrédulité, des décisions stupéfiantes et de l'ivresse, un frémissement qui semblait murmurer « On peut remettre les compteurs à zéro, effacer toutes les fautes, toutes les erreurs commises, toutes les injustices. On est liés par un destin commun. C'est là, sous nos yeux. Saisissons l'opportunité d'un monde plus doux, plus juste. » Il y avait de la mesure, des voix pour rappeler que chaque catastrophe engendre un espoir déçu. Il y avait des paroles de scientifiques, sociologues, écrivains, économistes, philosophes, historiens, que j'écoutais pieusement à la radio, pénétrés par leurs analyses sagaces qui s'évaporaient quelques minutes plus tard. Il y avait de quoi devenir fou. Toutes les interprétations se fondaient dans la question lancinante qui me tenait éveillée jusqu'à 6 heures du matin. Et donc, comment vivre? Se laver? Manger? Boire? Dormir quelques heures quand le jour poignait? Me forcer à préparer des cours que j'envoyais à mes élèves dans l'après-midi et dont l'utilité m'échappait? Dans un monde où l'on ne pouvait plus assister aux naissances, ni accompagner les morts, et où même le langage était contaminé par des mots que je refusais de prononcer. Lola aussi habitait la nuit plus que le jour, écoutant L'Homme pâle en boucle. À force, j'en connaissais des bribes par cœur. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme, pas de leader, pas de maître. Fredonnais-je, quand nous nous lancions dans la préparation d'un gâteau à 3 heures du matin. Parce que lécher notre index badigeonné de pâte crue nous procurait un plaisir transgressif et crémeux, piqué par l'acidité de la levure. Pendant que les effluves chocolatés se diffusaient dans l'appartement, nous regardions une série ou un film en nous étonnant d'y voir des gens serrés, les uns contre les autres, dans un ascenseur ou un salon, buvant, dansant, innocents, même lorsqu'ils pensaient ne pas l'être. Le premier mois passé, découvrant des mythes dans un placard, je me mis à faire le ménage pendant des heures, traquant la poussière derrière les meubles et sur les plinthes, les éclaboussures visibles sur les murs de la cuisine quand une lumière rasante y pénétrait en fin de journée, les dépôts laissés par nos doigts sur les interrupteurs, les traces dessinées par d'anciennes pluies sur les vitres des fenêtres. J'avais l'impression que ma grand-mère guidait mes mains. Déplace les lits, n'oublie pas les coins, personne ne pense à nettoyer les coins. Tu sais que quand j'arrivais chez certains riches, je devais enlever la crasse avec un couteau. Régénérée par la propreté, et peut-être par le fantôme de ma grand-mère, je me mettais en quête de
magnificence. C'est ainsi que je vis un soir 3 sœurs, jouées en langue des signes par des acteurs russes, et je fus envoûtée par l'intensité du langage silencieux, engageant tout le corps et le visage. Par un étrange effet d'association, le moteur de recherche me proposa à la suite de cette représentation filmée une vidéo de Leonard Cohen. 4 minutes et 2 secondes, captée à la fin de sa tournée européenne en 1972. Miraculeusement préservée, miraculeusement disponible à l'infini. Si l'infini est cette boucle qui relie le mystère et l'évidence. 3 notes s'estompent derrière lui. Sa main droite enlace le micro. Son visage s'éclaire d'un sourire timide, de ces sourires qui naissent d'une déchirure cousue de pudeur. Il psalmodie presque. « Si ça ne s'arrange pas, je vais arrêter et vous rembourser. Vous savez, il y a des nuits où l'on vole et d'autres où l'on ne parvient pas à décoller. Il ne sert à rien de se mentir les uns aux autres. Ce soir, nous ne décollons pas. Dans la Kabbale, il est écrit que celui qui n'arrive pas à s'élever doit rester à terre. Et le public rit, telle une bande de gamins ravis et gênés, comme si entendre l'évocation d'une mystique juive par Leonard Cohen en anglais lui conférerait soudain un statut digne d'intérêt. Il est dit dans la Kabbale que tant qu'Adam et Ève ne sont pas capables de se regarder dans les yeux, Dieu ne peut s'asseoir sur son trône. D'une certaine manière, ma partie masculine et ma partie féminine refusent de se rencontrer ce soir. Et Dieu n'est pas assis sur son trône. Et c'est terrible qu'une telle chose arrive à Jérusalem. Nous allons quitter la scène et nous allons essayer de méditer profondément dans les loges pour retrouver nos contours. Si nous y parvenons, nous reviendrons. À la caméra qui le suit dans les loges, Leonard Cohen dit « On n'y est pas et je ne peux pas tricher, je ne peux pas, je n'aime pas ça, point, je pars. » Une femme, hors champ, soutient qu'il ne partira pas. Et une voix d'homme affirme que les spectateurs ne veulent pas être remboursés. De toute façon, ils n'ont pas payé leur billet très cher. Des gamins ont fait plus de 300 kilomètres pour l'entendre chanter. Mais Leonard Cohen persiste. Quand on n'arrive pas à faire le job, on ne le fait pas, c'est ainsi. Et la femme hors champ propose « Improvisons quelque chose, vous jouerez de la guitare et ils chanteront. » Il répète qu'il ne peut pas, que ça ne l'intéresse pas de faire ça. Un homme, derrière la caméra, dit que parmi les personnes présentes dans le public, il y en a peut-être qui ne veulent pas effectuer leur service militaire. Elles ne veulent peut-être pas tirer sur des gens, mais elles devront le faire. Elles y seront obligées. Alors vous devez le faire. Et c'est votre dernier concert. C'est quelque chose que vous devez faire. Leonard Cohen a le visage penché vers un bouquet d'œillets roses. Il respire, ramassé sur lui-même, et le balance soudain sur une table. Je sais, j'ai besoin de me raser. Sur l'image suivante, on le voit penché sur un lavabo répétant « Quelle vie, quelle vie !» Puis il se redresse et proclame face au miroir « Le concert n'est pas fini ». 2 hommes l'encadrant dans le reflet manifestent leur soulagement. Ils portent le rasoir vers son poignet et maintenant direction les veines. Tout le monde rit. Il remonte sur scène. La foule chante en chœur en hébreu « On a apporté la paix sur vous ». Il prend le temps d'accueillir la ferveur que chacun lui envoie, avec toujours ce sourire au bord de la timidité et de l'émerveillement sur le visage. Il joue quelques notes. On entend les premières paroles de « Hey, that's no way to say goodbye ». Je visionnais la vidéo plusieurs fois, m'en abreuvant comme d'un nectar dont le goût me ravissait, dans le sentiment de découvrir une source. Même si une voix en moi chuchotait, il y a toujours un commencement avant le commencement. La terre lavée par d'autres pluies, un sillon creusé sans que l'on y prenne garde,
les eaux qui emportent avec elles des branchies et des effets personnels oubliés sur le rivage. Et il y a aussi un moment qui n'est pas tout à fait la fin, mais où, dans la grande embouchure, on distingue une forme claire dans ce qu'on pensait être des détritus. Une fois notre périmètre de liberté élargi, alors que tous autour de moi se réjouissaient de retrouver un semblant de vie, je cherchais le contact avec le mutisme du monde quelques semaines plus tôt. Et une irritation sourdait dans ma poitrine dès que j'étais dans les rues qui faisaient mine d'être des rues ordinaires, où tous avançaient masqués. Étais-je seule à voir ces nouveaux hommes errants, l'un hirsute, au gros ventre, débordant du pantalon, arpentant sans relâche le quartier, un baluchon sur l'épaule? L'autre, couvert de bâches en plastique, les pieds enveloppés de guenilles tenues par des ficelles? Je scrutais les autres, ceux qui marchaient d'un pas décidé, et je pensais, le verbe dévisager n'a plus de sens. Je mourais d'envie de les aborder pour leur demander comment ils allaient, comment ils avaient vécu cet arrêt. Avez-vous été oppressés ou libérés? Avez-vous battu votre femme? Mieux connu vos enfants? Est-ce que votre gratitude pour les soignants, les caissières et les époueurs est encore vive? Qu'avez-vous compris et décidé? Qu'allons-nous faire de ce qui nous a été révélé? Mais c'était impossible et j'effectuais des détours pour emprunter les artères les plus calmes. Des phrases, comme puisées dans le sol, remontaient de mes pieds pour marteler mes tempes. Ce temps d'arrêt a été trop court ou trop long. Sa consistance me demeure étrangère, son sens impénétrable. Le soir, je me collais au dos de Julien pour que son corps parfaitement enchâssé dans le mien fasse barrage à mes pensées. Mais elles étaient plus agiles et déterminées que sa peau tiède. Elles s'élançaient, dans l'espoir d'analyser l'événement, ses conséquences. Et l'échec annoncé de l'entreprise ne les anesthésiait pas, au contraire, elles s'agitaient avec plus de vigueur, croissaient et multipliaient. J'essayais de régler mon souffle sur celui de Julien. Je plaquais mon poing gauche, mollement replié contre mes lèvres, car on m'avait raconté que je m'assoupissais ainsi enfant. J'espérais que mon corps s'en souviendrait. Je me relevai 1 heure plus tard, me déplaçant dans l'appartement tel un chat, habituant ma vue au clair-obscur, mon ouïe aux vibrations les plus fines, mes mains au mur du couloir, attentive à ne pas réveiller Lola, qui avait retrouvé un semblant de rythme, et Julien, qui n'avait jamais perdu le sien. Une nuit, je renonçai à lutter contre l'insomnie et m'y coulai en prenant une longue respiration qui ouvrit un bal secret. J'entrepris de visiter la boîte des indésirables, où je conservais les mails qui m'intriguaient depuis quelque temps, m'interpellant par mon prénom dans l'objet même. Le premier m'avait étonné par son assurance performative. Il disait « Mathilde, concrétisez vos rêves ». Il avait été suivi des prometteurs « Mathilde, ne doutez plus de vous. Mathilde, revivez des moments exceptionnels de votre vie. Mathilde, faites-nous confiance pour vous apporter le meilleur du confort. » Et quand il avait été bien établi que je savais qu'on se préoccupait personnellement de mon bien-être, mon prénom avait disparu. Mes bienfaiteurs potentiels allaient droit au fait pour inonder ma vie de conseils impératifs et de promesses à vos côtés pour vous aider à trouver la solution qui vous correspond le mieux. C'est aujourd'hui votre jour de chance. Consultez et utilisez vos droits. Augmentez votre capital. Faites pétiller vos soirées. Réservez maintenant, décidez plus tard. Changez d'avis jusqu'à 48 heures avant le départ. Faites décoller vos projets. Soyez plus sereine avec votre santé. Ne craignez plus les fins de mois. C'est aujourd'hui que se prépare demain. Et chaque nuit, je guettais la phrase qui avait l'ambition de m'ouvrir les yeux et de m'épauler, exprimant comme dans un horoscope savamment rédigé ce qui pouvait s'adresser à moi et à tous. Ces phrases auxquelles je ne pouvais décemment croire, mais je prenais du plaisir à les lire et j'en étais même fascinée. Je songeais, c'est dans ce léger déplacement que tout se joue. Quand le désir de croire en quelque chose, quelqu'un est plus fort que la raison. Et s'il n'y avait eu des milliards de fois renouvelés, et sur 7000 générations,
cette puissance du désir, parfois contre toute logique, aucun de nous ne serait là. Aucun de nous ne s'acharnerait à percer l'énigme de nos existences. Je m'efforçais de corriger des copies parce que j'étais faite du même bois que mes collègues, habituée à ce que le temps libre soit teinté de culpabilité lorsqu'un paquet m'attendait. Chaque attribution de notes me plongeait dans la perplexité. Les efforts que les élèves fournissaient pour user plus ou moins adroitement de la langue me sautaient aux yeux comme une nuée de papillons. Ils abusaient des adverbes en début de phrase, persuadés que c'était la meilleure manière de donner un lustre à leurs réponses. Cependant, on peut dire que, toutefois, il faut rappeler, néanmoins, on peut considérer. Il se sentait rassuré par l'emploi d'adjectifs à rallonge reliés par un tiret. Il plantait des socio-économico-politiques ou des culturo-historico-religieux dans leurs copies comme autant de pieux permettant l'ascension vers une bonne note. Ils continuaient de déployer toute leur énergie pour démontrer qu'ils avaient bien écouté, bien appris. Mais quand ce n'était pas le cas, ils bricolaient de touchantes phrases totalement incompréhensibles. Ceux qui possédaient moins de ressources, pas même celles de faire semblant, se contentaient de recopier la question, laissant à sa suite un espace blanc qui m'aspirait et me semblait être la bonne réponse. Je pensais, on est malhonnête, on leur fait croire que le bouleversement est anecdotique. On dit qu'on tient le cap, mais la pandémie a remué les eaux les plus profondes. C'est une tempête qui n'est pas terminée. Il faudrait accepter de se laisser dériver pour comprendre ce que nous dit de notre condition ce passage à faune de l'histoire. Je rêvais de les entraîner au cœur d'une forêt, ramasser du bois, allumer un feu, chanter avec eux des airs qu'aucun de nous ne connaîtrait, qui surgiraient du froid, des flammes, de l'oubli. Chacun livrerait son récit légendaire. Et ceux qui garderaient le silence ne seraient pas les plus absents. Leur présence nous réchaufferait plus encore que les braises. Ils seraient la caisse de résonance de tous nos maux. Reprenant place ensemble sous les étoiles, nous retrouverions la confiance, le goût du hasard, la fraternité tactile, toute chose qui nous avait été dérobée. Nous ririons de devoir tout réapprendre. J'avais soif de croire en quelque chose de nouveau. Dans la même urgence qui m'avait happée lorsque j'avais regardé avec mon grand-père un documentaire sur l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont ni lui ni moi ne nous souvenions du titre, moi parce que j'étais trop jeune à l'époque, lui parce qu'il était devenu trop vieux. Je croyais alors en Dieu. Je lui confiais chaque soir mes manquements et mes espoirs en terminant par la prière « Écoute, Israël ». Même si un fond de perplexité m'envahissait parfois. À l'école, dans la rue ou à la télé, la modernité semblait avoir effacé toute présence divine. Il n'y avait que des hommes, leurs actes, leurs conséquences. Ma famille et moi nous étions peut-être trompés d'époque. Nés dans le désert 3000 ans plus tôt, sans science ni technologie pour démonter les récits bibliques, nous aurions été en accord avec un monde qui dépendait alors entièrement de lui. Les images en noir et blanc engendrant des flots de terreur avaient barré tout accès à la certitude de son existence et fait poindre une menace âcre sur la mienne. J'avais harcelé mon grand-père et mes parents afin qu'ils me donnent des explications qu'ils ne pouvaient fournir. C'était comme ça, point. On ne pouvait pas comprendre pourquoi la haine avait atteint une telle puissance exterminatrice, mais ça ne changeait rien à l'existence de Dieu, ni à sa présence éternelle. Après une lutte qui avait duré de si longues semaines, si acharnée que j'en avais été fiévreuse, j'avais rabattu ma couverture sur la tête un soir et au lieu de la prière habituelle, j'avais chuchoté « C'est impossible que tu aies permis cela. Je ne crois plus en toi. Tu n'existes pas et je ne te parlerai plus. » Rejetant secrètement toutes les lois apprises, je m'étais tournée vers l'ABC du savoir-vivre
édité par Fernand Nathan en 1967. Voulant croire à la promesse d'un manuel offrant un trousseau de clés complet pour affronter toutes les étapes de la vie. Rapporté un jour de chez mes parents, le livre trônait sur mon bureau et me faisait rire quand je le feuilletais. Tant était criant l'écart entre ma vie de naissance et la vie bourgeoise qui était dépeinte comme la seule possible avec domestique, christianisme, invitation à jouer au bridge et vastes appartements. Comment avais-je pu espérer y trouver des réponses ? J'en avais pourtant fait ma Bible pendant 1 an, croyant à une société où tout allait à merveille lorsque chacun agissait selon son rang, guidé par la politesse et la discrétion, mais je m'en étais lassée, n'y trouvant pas la puissance requise pour se substituer à l'absence de Dieu. Mon entrée en 6e tomba à pic. L'histoire, qui m'a paru aussi immense que lui, commença à se déployer dans l'espace vacant et me donna les récits que j'attendais. Je butais désormais contre ses limites et les miennes. Merci.